Comprendre ce qui s'est passé en France samedi dernier, le 1er décembre, ou du moins essayer, nous aidera-t-il à anticiper et à saisir ce qui va se dérouler demain ou pas lors des manifestations des Gilets jaunes et de ceux qui ont rejoint leur mouvement? Comprendre, c'est-à-dire pas seulement essayer de mesurer le degré de violence, le nombre de blessés et l'enchaînement des événements, mais rendre l'événement dans sa complexité, entendre les versions qui diffèrent, se contredisent, les raisons, bonnes et mauvaises, les causes, plus ou moins objectifs, et voir un récit se construire sans être sûr de rien, de préférence. C'est en tout cas le pari que nous faisons aujourd'hui en partant au Pouzin, en Ardèche, une commune qui a fait beaucoup parler d'elle, parce qu'après Paris et Narbonne, ce fut samedi 1er décembre, un des lieux les plus tendus de France, un des plus violents. 23 gendarmes venus en renfort d'Ardèche et de la Drôme y ont été blessés et 37 sapeurs-pompiers ont dû être mobilisés pour circonscrire les incendies, secourir les blessés. Sur France Culture, Guillaume Erner, le matin, a tenté une analyse sociologique de la ville de Pouzin dans son billet mardi pour essayer de comprendre ce mystère. Comment expliquer qu'un gros village, d'ordinaire plutôt calme, soit devenu le lieu d'une émeute qui s'est prolongée pendant une partie de la nuit? Le Pouzin, c'est en effet une commune tranquille de 2800 habitants à 25 minutes au sud de Valence, à la limite de la Drôme. Ça n'est pas exactement la riante Ardèche des gorges verdoyantes et des fromages de chèvre, mais un paysage plutôt froid, dur, entouré de moyennes montagnes en roche noire. Ici, les salaires moyens sont bas, avec un revenu médian par habitant d'environ 1400 €. On est moins diplômé que dans le reste de la France, mais il n'y a pas beaucoup d'inégalités puisque tout le monde vit difficilement. Voilà pour les chiffres. Pour l'ambiance, ce jour-là, mercredi, il pleut, il y a de la brume jusque tard dans la matinée. On arrive au Pouzin par une route départementale très empruntée. On traverse le Rhône par un grand pont routier bleu et on tombe sur le rond-point de la Rotonde dans la zone industrielle tenue par les Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Ce matin, ils filtrent, ils ralentissent, mais ils ne bloquent pas. Ils sont une dizaine en moyenne, rarement plus d'une vingtaine. Ils racontent donc ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont su, ce qu'ils ont fait au micro de Valérie Borst. On les a appelés les Pouzins jaunes. Tout de suite sur France Culture. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, c'est simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. Depuis 3 semaines, on dormi là, alors. On se remplaçait pour dormir, alors. Ici, là, sous la cabane? Sous la cabane, oui, pour surveiller. Vous étiez là samedi? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il y a des jeunes du quartier qui sont venus, je sais pas où, on ne connaît pas, on n'a jamais vu ici. Ils sont venus, ils ont commencé à casser, quoi. Ils ont pris les poteaux, ils ont pris les pieds, ils ont tout pris. Toutes les poubelles du centre-ville, ils ont tout cramé. Toutes les palettes qu'on avait là pour nous chauffer, ils ont tout pris, ils ont tout cramé. On a galéré samedi. On était tranquille, on marche, on fait comme tout le monde. D'un coup, les flics ils gazent les gens. Je sais pas pourquoi, on n'a pas compris. Ils ont gazé les vieux, les femmes, les gamins, je sais pas pourquoi. Et c'est bien parti de quelque part? Et non, on était normal, on passe, on fait. C'est tout. On faisait des tours de rond-point, on chantait la Marseillaise, tout se passait bien, on a fait un sitting, vieux, avec les gendarmes, tout ça, ça s'est super bien passé. Et d'un coup, on a vu arriver des mecs sans gilets jaunes, avec des sacs à dos. On a compris qu'ils étaient remplis de pierres, et ils ont attaqué. Et c'est comme ça que c'est parti. Et on s'est tous reculés, tu vois, on s'est tous mis là. Il y en a deux gendarmes, du psy, ou je ne sais trop quoi, qui se sont mis sur le pont et qui ont commencé à tirer ici, alors que les voyous étaient de l'autre côté. Ils ont tiré, il y avait toutes les femmes, avec les enfants qui s'étaient réfugiés. Ils n'ont pas hésité à tirer. Et ça, j'ai trouvé pitoyable. Je suis choqué, parce qu'il s'est passé ça. Et on est nombreux à être choqués parce qu'on ne s'y attendait pas. Moi j'étais gazé, ça m'a soufflé. Lacrymo, les yeux, la gueule qui brûle, la gorge. C'était génial. C'est super, je connaissais pas. J'ai attendu 60 ans pour voir ça, voilà. Mais bon, j'en rigole, mais je me dis que voilà, il y a des enfants qui ont été pris aussi là-dedans, alors c'est... Allez, on va aller faire les pop-pop girls. Il y a des blessés du côté des Gilets jaunes? On est plein de blessés. Et tape avec les trucs là, avec les lacrymogènes et tout. Il y en a plusieurs blessés là. Parce que du côté des forces de l'ordre, il paraît qu'il y a 19... Ah, 19. On a tapé avec quoi? Ils sont équipés de tout, comment tu veux le taper? Tu touches un, il te dit 9. Après, il dit ouais, ils sont tapés les flics, ils sont caillassés. C'est eux qui sont tapés les gens. Laisse tomber. Oh, regarde, t'es là. On bloque le truc? Non. On bloque pas. Et les gens, ils sont ou pas? Ils sont contents ou pas? Oh, regarde, on fait quelque chose. On est 3 semaines, on fait la même chose. Ah, regarde, ils sont tous contents, on n'a rien fait.
emballé pour ce soir? Voilà, les soirs, on a une personne qui dort sur place, on se relaye à tour de rôle. Quand on continue, bon enfant, à 8h, on se rejoint, on boit le café, on mange nos croissants. Et on se raconte la pluie, le beau temps, c'est tout dans la joie et la bonne humeur. C'est vraiment bon enfant ici. On est beaucoup aidé par les habitants qui nous apportent à manger. Ah oui, par contre, là-dessus, c'est bon. Après, voilà, ceux qui viennent tous les jours qui passent, qui nous soutiennent, même ceux qui travaillent dès qu'ils ont une pause, ils viennent nous soutenir. Quand ils ont fini leur journée, ils viennent nous soutenir. On a même des infirmières à domicile qui, dès qu'elles ont 10 minutes, elles viennent, elles s'arrêtent, elles mettent leur gilet, elles restent avec nous, elles repartent faire leur boulot. Moi, ce qui me concerne, quand je ne travaille pas, je suis là de 8h15 à 21h le soir. Pourtant, j'ai un enfant, j'arrive à jongler avec les deux. On est tous pareils, quoi. On a une vie en dehors aussi. On la met de côté, certes, peut-être un peu plus de nos jours. Parce qu'on a mis Noël de côté pour l'instant. Pas de cadeaux, ça. Rien d'acheter. Moi, j'ai toujours bossé. Je suis coiffeuse. C'est ce qui me permet de payer un toit à mon enfant, de lui ramener des pâtes dans l'assiette, parce que maintenant, la vie devient un luxe. Donc forcément, acheter de la viande, acheter du poisson, se payer des fleurs, c'est un luxe. Aller se faire coiffer, c'est un luxe. Aller emmener notre enfant au restaurant, c'est un luxe. L'emmener dans un parc, c'est un luxe. L'emmener au manège, c'est un luxe. Tout est un luxe. Je travaille en tant que salarié dans un salon que je suis en train de vouloir racheter pour l'année prochaine. Mais quand je vois pourquoi je vais aller travailler à mon compte, c'est démotivant. Parce qu'il n'y a pas de changement au niveau du gouvernement. Et il prend même pas la parole. À croire qu'il nous fuit. Pourtant, on veut pas la violence. Samedi, ça a commencé, on se préparait à aller faire une marche et les forces de l'ordre ont attrapé un adolescent qui avait les mains en l'air. Il marchait avec nous, enfin avec tous les gilets jaunes. Ils se sont mis à 5 pour le taper. Après, ils ont été dire qu'il avait une arme, enfin un couteau, alors que non. Et puis de là, ça a dégénéré. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas contrôler parce que forcément, on sait qu'ils sont dirigés par le gouvernement. Donc on a eu des projectiles de bombes lacrymogènes, je sais plus comment ça s'appelle, leur bol là, ou je sais pas quoi, ce qu'ils nous ont lancé. Des flashballs, des grenades, tout ça. Donc on a commencé, parce que comme c'est pacifiste, les parents pensent qu'ils peuvent venir faire un tour avec leurs enfants. Donc il y avait des enfants sur le rond-point. On a commencé à rassembler tous les enfants sous la tente avec le blessé qu'on avait eu. On a appelé les pompiers justement. Les pompiers sont arrivés. Ils attendaient qu'une chose, c'était que les pompiers partent. Ils l'ont dit pour envoyer une flashball ou je sais pas quoi dans la tente, alors qu'on avait réfugié tous les enfants. On a été obligé de demander aux pompiers d'attendre qu'on évacue tout le monde de sous la tente. Et même, ils ont même lancé une bombe lacrymo sur des pompiers qui étaient venus éteindre le feu. Du coup, ils sont repartis. Ça s'est enflammé. Après, malheureusement, on a des casseurs qui sont venus, je ne sais pas d'où. C'est des gens, on a vu des gens qu'on n'avait jamais vus, des têtes, on savait même pas c'était qui. Et forcément, quand on a vu que les casseurs avaient pris le dessus, nous, en tant que gilets jaunes, on s'est tous écartés parce qu'on n'est pas là pour avoir de la violence. Et après, le 3/4 des personnes sont reparties chez eux. Parce que après, c'est plus un mouvement de gilets jaunes. Ça reste une affaire de casseurs et gouvernement. Voilà, force de l'ordre. Pour moi, je pense que les forces de l'ordre ont reçu l'ordre général dans toute la France de mettre un terme à cette manifestation de gilets jaunes. Parce que quand on regarde dans la France, pratiquement tous les points de gilets jaunes, il y en avait, à la même heure, 4h30, 5h je crois, hein, ouais. Ça a pété pratiquement à la même heure à tous les points de gilets jaunes. Donc, à tous les coups, c'est forcément des ordres haut placés. Dédé, à Cré, ça a pété samedi. Hein? On avait trop sur le Mac. Mais il y a plein de gens. Et voilà, c'est pas le tout de montrer que ce qui s'est passé samedi. C'est que dimanche, les gilets jaunes étaient là et on nettoyait, on ramassait les dégâts. Les autres samedis, c'est pareil. Nous, on a instauré des poubelles partout. Samedi dernier, il y avait eu 500 personnes, je crois. Les gens ne sont pas forcément propres. Et le dimanche, on était tous là avec des sacs poubelles à ramasser les papiers par terre, les gobelets par terre, à tout ramasser. Parce que on n'est pas là pour salir, on n'est pas là pour polluer, on n'est pas là pour détruire une ville. On se bat pour une cause, certes, mais il faut pas tout mélanger. Tous les jours, il y en a qui passent pour nettoyer le tour du rond-point, vider les cumulus, tout nettoyer, passer pour le balai, tout propre. On le fait tous les matins, tous les matins.
Et vous faites quoi comme travail? Je suis agriculteur. Je fais ma journée, je viens qu'un peu le soir. Pour anticiper, ouais, je suis là de différentes façons. Après, j'ai amené pour une caisse de pommes. Après, j'ai aidé à remonter la cabane. À mes moyens, quoi, à mon temps disponible. Il faut que je fasse tourner ma boîte, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on est taxé et on est obligé de bosser et en même temps de se défendre aussi, de se battre. C'est les charges sociales surtout. Moi j'ai de la main d'œuvre et la main d'œuvre est de plus en plus chère. Et les fruits des agriculteurs, les produits agricoles sont de moins en moins chers payés aux agriculteurs. En fait, moi je vois mon père depuis 30 ans, le prix des fruits a quasiment pas bougé. Par contre la main d'œuvre, le gasoil, les phytos, tous les appros agricoles qu'on a besoin, ou les semences et tout ça, c'est de plus en plus taxé. Et nous, nos produits sont de moins en moins valorisés et voilà. Donc je suis parti dans un système de circuit court pour valoriser mes produits. Mais moi c'est que des saisonniers que j'embauche en général. J'embauche une grosse partie l'été pour les récoltes et une petite partie l'hiver pour la taille et puis un peu de maraîchage. Dans l'été je tourne à 15 personnes, 15-20 personnes, ça dépend des saisons. Donc c'est ce qui est délicat et le problème c'est les charges sociales parce que j'arrive pas à me sortir un salaire. Ma femme travaille, puis j'essaye de demander des aides, de toucher le RSA agricole pour essayer de vivre. J'ai droit à 17 € de RSA et après j'ai une prime d'activité qui est de 600 et quelques euros. Si j'avais pas la prime d'activité, j'aurais 17 € par mois. Heureusement que ma femme travaille sur l'exploitation, je l'ai embauchée pour qu'on puisse avoir un salaire décent pour les enfants. Sinon, je sais pas comment je ferais. Elle fait des livraisons pour les magasins, pour les ruches, pour tout mon circuit que j'essaye d'instaurer, le circuit court que j'ai. L'administratif, les magasins de producteurs, c'est elle qui tient les permanences à ma place. Voilà, on transforme un peu à la maison aussi, on fait plein de choses pour essayer de s'en sortir. On diversifie beaucoup pour essayer de s'en sortir. On fait des fruits, des légumes, des céréales, des semences. On fait des confitures, on fait des sorbets, on fait des pâtes de fruits, on fait plein de choses, des produits dérivés de l'agriculture. Mais bon, c'est ce qui nous énerve un peu, c'est que si on baissait les charges sociales, on augmente le SMIC aux personnes, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient en France. Personne n'aurait peur d'embaucher. Moi, il y a des fois l'été, je me pose la question si je ramasse mes fruits ou si je les laisse tomber sur les arbres. Honnêtement. Parce que je suis pas sûr que je puisse payer mes ouvriers, les charges sociales. Je veux dire, moi j'ai vu l'évolution, j'ai 43 ans, je suis pas vieux, mais j'ai vu l'évolution de la plaine du Cousin, j'ai vu l'évolution du monde agricole. C'est terrible, quoi. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui disparaissent, puis il y en a qui se suicident, je veux dire, c'est horrible, quoi. Et c'est nous qu'on fait vivre la France, mais bon, on n'est pas reconnu à notre juste valeur, je pense. Vous avez déjà pensé à arrêter votre exploitation? J'y ai pensé, ouais. Mais je suis trop fier pour pouvoir arrêter. C'est un héritage que j'ai et j'ai une fierté dessus. Donc je pense pas que je puisse arrêter comme ça. Bonsoir. France Culture. Il y a des verrous qui a parlé, il y a Coralie, il y a tout ça là. On a aussi les jeunes qu'on appelle les casseurs. Parce qu'il y a des débats là qui partent là, des casseurs, quels casseurs? Parce qu'on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Eh ben, je suis énervé parce qu'au final c'est quoi? C'est les Arabes. À la fin les casseurs est égal aux Arabes. Faut leur dire à tous ces réseaux sociaux que ceux qui pensent que les casseurs c'est les Arabes, qui viennent le samedi, au lieu de parler comme des putes derrière leur ordinateur. Voilà pourquoi je suis énervé. Parce qu'à un moment donné les gens ils sont même pas là, ils savent même pas ce qui se passe, ils savent que dire casseur, casseur, casseur. On est dans une ville qui s'appelle Le Pouzin, il y a quoi à casser? Il y a Louis Vuitton à payer au Pouzin, il y a la cantine. Les gens ils ont faim, ils vont aller payer la cantine. Non mais sérieux, il y a quoi à casser au Pouzin? 2800 habitants, il n'y a rien à casser. Même le bureau de tabac il n'a pas été touché. C'est la preuve aujourd'hui, c'est pas casseur. Faut pas mettre ça sur le dos des Arabes, ça suffit. Parce qu'à un moment donné, tiens, ça a vraiment parti en couille, ça a parti en couille. Casseur, faut pas faire l'amalgame avec Arabes. Pourquoi tu dis les Arabes? Personne n'a dit que c'était les C'est Arabes. vrai, t'as Facebook. Ben faut aller regarder Moi, je Facebook. vais te dire, ceux qui couraient devant les CRS, c'était pas que des Arabes, je te le dis honnêtement. Eh ben faut le dire. Les Arabes ils ont rien niqué hein. Voilà, moi c'est tout, moi mon coin il est là. Voilà. Moi j'étais là. On le sait très bien que c'est pas eux. Il faut le dire. Mais on l'a dit. Voilà, ben ça me fait plaisir. Vous êtes gilet jaune, vous? Moi je suis gilet rien du tout moi. Je suis un être humain comme tout le monde. Moi j'ai pas le temps d'être gilet jaune. Faut avoir le temps d'être gilet jaune. J'ai pas le temps. Moi je travaille. Je suis plaquiste. J'ai pas le temps d'être gilet jaune. Moi aussi je travaille, hein. Je prends le temps. Et moi, Le soir, je viens. écoute, moi j'ai une question pour toi. Concrètement, vous voulez quoi? Pourquoi demain personne ne veut rencontrer le Premier ministre? Je sais pas, moi je suis pas dans les... Dans ce cas-là, en fin de compte, on est dans la rue, on veut quelque chose et au moment de dire ce qu'on veut, personne va monter pour dire ce qu'on veut. Moi je veux dire, baisser les taxes et les charges sociales. Voilà, d'accord. Et pourquoi personne veut aller leur parler? On attend quoi? Que le mouvement se structure, qu'il y ait des bons porte-parole. Ce qu'ils veulent, les Gilets jaunes, c'est que des gens de tous les jours, des petits gens, soient au Sénat, puissent discuter avec ceux qui ont fait des hautes études politiques. Mais ils veulent pas discuter, demain pourquoi il y a personne?
qu'il n'y a personne qui est structuré. Pourquoi? Ça fait 3 semaines, tu structures pas un groupe en 3 semaines, c'est pas possible. Ah, d'accord. Et après, il faut qu'il y ait des gens, D'accord. qu'on puisse élire des gens, qui D'accord. aient une parole franche. D'accord. Pour l'instant, ça sert à rien. La Macarena sur le rond-point tous les samedis, ça sert à rien. On dirait c'est le 14 juillet tous les week-ends. Les gens, ils sont là, ils klaxonnent, ça sert à rien, mon pote. Hein. L'État, il s'en bat les couilles, qu'est-ce qu'il en a à foutre, Macron? Qu'est-ce que ça change de sa vie, lui? S'il faut bloquer, faut aller bloquer la préf, faut aller bloquer la mairie. Moi, c'est la manière qui me plaît pas. Ça rime à rien. Sur le fond, 1000% d'accord. Voilà, la manière, ça me plaît pas. Voilà. Pourquoi tu viens pas avec nous? Pourquoi je vais venir avec vous? Mais pour exprimer ce que Pour tu dire dis. quoi? Mais pour dire ce que tu On viens de dirait à dire. quel responsable va dire quoi? Y'a pas de responsable, y'a pas de chef. J'ai que ça à faire, moi. Moi, tu crois que j'ai que ça à faire? Eh ben moi j'ai pas que ça à faire. Qu'est-ce que t'as gagné à bloquer les gens en poussée pendant 3 semaines? Vas-y, dis-moi. Rien pour Qu'est-ce le qu'on a moment. gagné? Rien pour le moment, Rien, peut-être. rien. Faites pas comme ça. Faut pas bloquer le rond-point du cousin. Faut pas bloquer le rond-point du cousin. C'est tout. Je comprends que les gens, ça les énerve d'être bloqués aussi, mais en France, c'est un peu le seul moyen qu'on a pour se faire entendre. Parce qu'on a des élus dans les régions, mais bon, Au cousin, c'est quelle est l'étiquette politique? c'est apolitique. Il y a, dans la mairie, il y a de tout bord. Hein. Voilà, donc là, j'arrive à la mairie. Bonjour, monsieur le maire. On peut rester là? Ah bah oui, oui, ou dehors, comme vous préférez. Oh, je vois. Dehors, il faut que je dise bonjour à tout le monde. Mais je suis le maire du Pouzen depuis de nombreuses années. Je m'appelle Alain Martin. Je n'appartiens à aucun parti politique. J'ai 72 ans. Je suis même resté 3 mandats au Conseil général avec un groupe qui m'appartenait qu'à moi parce que j'étais tout seul. Donc, le Pouzen est toujours choisi pour ce genre de manifestation à qui on assiste là. Ça se fait pas à Privas, à Chaumérac ou à la Voulte. Pourquoi ici? Parce qu'il y a toutes les sorties d'autoroute et c'est très facile à arrêter les voitures au Pouzen. Ce qui me désole un peu parce que nous, ça fait un mois que ça dure et je commence à en avoir un peu marre. Après, moi, j'ai rien contre eux, bien au contraire. Hein. Donc, moi, je suis gilet jaune du 1er janvier au 31 décembre. Hein. Ceux qui s'attendent, moi, je l'attends aussi. Hein. Mais après, c'est les proportions que ça prend à travers les gilets jaunes. Et tous ces casseurs de racailles là qui viennent pour tout casser, c'est les contribuables qui payent. Hein. Donc, c'est pas l'État qui en supporte les conséquences. Actuellement, c'est surtout les communes comme la mienne, quoi. Nous, samedi, à 3h du matin, avec les employés municipaux, on nettoyait toute la ville. Hein. Il y a ça, et des gens qui sont complètement inconscients et qui n'ont pas envie de travailler, qui ont envie de casser. Ils savent faire que ça de toute manière. Et malheureusement, les gilets jaunes ont subi ces conséquences aussi, quoi. Mais bien sûr qu'à un moment donné, il faut bien qu'on ait les services qui défendent tout ça, autrement ils nous mettent la ville à sac. Les gens, comme on les voit venir. Hein. Bon, j'ai vu ça, c'est la guerre, hein. C'est la guerre civile, quoi. Hein. J'aurais pas pensé dans ma vie de voir ça, quoi. Ah, mais réellement, oui, mais il faut savoir comment ça se passe. Hein. Mais ils cassent tout. Ils brûlent les poubelles, ils brûlent tout ce qu'il y a sous la main, ils brûlent les panneaux, ils arrachent les panneaux. Mais il faut voir, c'est inimaginable. Ils ont même mis le feu à 2 mètres d'une conduite de gaz. Donc, et pas une conduite de gaz, si elle saute, celle-là, elle fait sauter le pont. Je pensais pas qu'on puisse avoir encore sur Terre des gens aussi bêtes. Donc, ils sont casseurs, ils sont bêtes, ils sont feignants, ils sont tous comme eux. Quoi. Donc, eux, de démanteler une ville, ils en ont rien à foutre. Hein. C'est pas du tout gênant. De toute manière, ces gens-là, en Brésil, ils payent pas d'impôts. Hein. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces gens-là? Je mets derrière ces gens des gens qui n'ont absolument rien à voir avec ça, qui ont dans leur tête et dans leur vie de venir casser des installations. Après, ça fait mal au cœur, quoi, parce que quand on sait le mal qu'on se donne, c'est ça la révolte. Et je suis avant tout un Ardéchois, un Français, j'aime mon pays et j'aime ma ville. Mais j'aime pas ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y a eu de cassé au Pouzen? Qui est cassé, ma pauvre. Donc, tout le mobilier urbain, les arrêts de bus, les bancs, les j'en passe, quoi. Ils ont même démantibulé le grillage de l'école publique. Donc, après, les réparations, on les fera. Hein. Donc, ça, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas un mort d'homme, mais je vous parlais de l'école quand même. C'est que. Il y a un monsieur qui, quand il a vu qu'ils arrachaient tout le grillage là-bas, il s'est interposé parce que ça lui faisait mal au cœur, il était gamin à l'école et tout ça, il voulait pas qu'on casse le grillage, quoi. Hein. Et bien, il s'est fait prendre à partie, il s'est fait mettre dans un état incroyable quand même. Par les casseurs. Ouais. C'est hallucinant. Il y a eu 19 gendarmes blessés, il y a eu
de blessures assez graves, quoi. Et quand ils vous mettent un coup de barre de fer sur la tête, en principe, j'ai vu une personne qui était ouverte à la moitié du front. J'ai vu, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a un gendarme qui a un fémur cassé. Donc ça, c'est pas des bagarres sur un stade de foot ou de rugby, hein. C'est pas pareil. Vous vous mettez au milieu des affrontements, vous êtes un homme mort, hein. Ils rigolent pas, eux. Ils tapent, on va pas faire le réveillon avec eux parce que rien que d'en parler, ça m'énerve. Donc voilà, les gens profitent des manifestations de ce genre pour venir se défouler, quoi. Voilà. Et c'est dommage, donc, parce que c'est des étincelles qui font partir tout. Et puis après, maintenant, avec les réseaux sociaux, les voyous d'ici appellent les voyous de là, qui viennent là, qui viennent là, qui viennent en découdre, quoi. Plus ils cassent du gendarme, mieux ils se portent. Et puis on sent cette haine, quoi. Et donc, à un moment donné, c'est les forces de l'ordre, ils se défendent. Hein. Eux, ils sont là pour faire respecter la loi. Hein. Les forces de l'ordre, ils vont pas charger sur les gilets jaunes qui demandent rien. Hein. Faut prendre des décisions, là, rapides, cette semaine. S'il se passe rien dans la semaine, qu'on appelle à la mobilisation, et que dans la mobilisation viennent ces gens-là, ça va être compliqué, quoi. Je crains un samedi terrible. Et il faut que ça s'arrête avec des dialogues et des réponses et concrètes, mais au moins qu'on propose quelque chose, et qu'on ne parle pas de tout ce qu'on parle aujourd'hui, de voitures électriques, de machins. Mais de grâce, ne parlons pas de ça, on en parlera plus tard. Mais parlons de ce qu'on peut faire aujourd'hui, et puis il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions qui ont été prises, et qu'on revient sur cette décision si elle n'est pas bonne. C'est pas du tout un déshonneur. C'était Les Pousins jaunes, un reportage de Valérie Borse réalisé par Emmanuel Geoffroy. Je précise que le jour où nous avons enregistré cette émission, c'est-à-dire mardi, 2 hommes âgés de 36 et 22 ans, habitants de Loriol et du Cousin, ont été jugés en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Privas. Ils ont été condamnés pour violence aggravée à 1 an de prison et 6 mois de sursis avec mise à l'épreuve. L'interdiction leur est faite de reparaître en Ardèche. Donc tous les deux, dès ce mardi soir, ont dû quitter le département. Merci aux Pousinois et aux Pousinoises, à Alain Martin, le maire du Pouzin, à Rémi Dibovski-Douat et à Pauline Mocor. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre,